Il y a quelques jours, c'était le CES. Aujourd'hui, on fait plus trop de vidéos de news, etc., des choses comme ça, mais je trouvais qu'aujourd'hui, il y avait des choses importantes à parler là-dedans, il y avait des choses intéressantes et d'autres un petit peu moins. Donc le but de cette vidéo, c'est juste vous faire un petit résumé de ça et de vous donner mon avis là-dessus. Donc sans plus attendre, voyons un petit peu ce que le CES nous a réservé cette année. Parlons un petit peu de cartes graphiques, parce qu'après tant de temps sans sortie de cartes, et ben au CES 2022, ils en ont sorti un petit peu la pléthore. Et notamment l'entrée de gamme qu'on attend depuis à peu près 1 an et demi. Mais au final, c'est vrai qu'il y a peu de gens qui attendent des cartes graphiques qui sont à peu près abordables pour eux. Mais bon, vaut mieux tard que jamais, et vous verrez que le concept d'abordable varie un petit peu selon les marques. On a d'abord la carte de Nvidia dans cette gamme-là, la 3050 à 250 $. Oui, c'est cher, mais en soi, quand on y pense, c'est un petit peu logique avec les pénuries de matières premières et les pénuries de transport. Voilà, le transport, ça coûte très cher maintenant. Et bien forcément, le prix se répercute sur le consommateur final. Est-ce qu'on doit être d'accord avec ce prix? Non, mais par contre, est-ce que ça veut dire qu'on peut y faire quelque chose? Et bien pas forcément, mis à part pas acheter. Donc bon, de toute façon, tant qu'il y aura de la pénurie un petit peu partout, on se retrouvera dans cette même situation. En termes de puissance, ça va certainement se retrouver entre une 1660 Super et une 2060, au plus proche possible de la 2060 si possible, mais bon, ce ne sera pas des performances qui seront mirobolantes, bien sûr. Quand on voit qu'on perd un peu plus de 1000 cœurs par rapport à la 3060, faut pas s'attendre non plus à quelque chose d'exceptionnel. Après bon, ça reste quand même de l'entrée de gamme. Elle sera d'ailleurs probablement meilleure qu'une 2060 en ray tracing, et 1660 Super, et ben il n'y aura pas forcément à forcer parce qu'elle n'a pas de cœur ray tracing. Par contre, sur cette carte, on a 8 Go de RAM, qui n'est pas 4 Go comme on avait prévu à la base, en tout cas c'était il y a plusieurs mois maintenant, de ce que je me souviens, et c'est pas mal parce que ça nous évite en fait d'avoir le bottleneck en 1080p, où sur pas mal de AAA, on avait des problèmes avec 4 Go, comme on a pu le voir d'ailleurs dans le test de la 980. Donc bon, entre 6 et 8 Go, on est plutôt serein par rapport à l'avenir de ces cartes. AMD a sorti sa carte petit budget, la 6500 XT à 199 €, ce qui est moins cher que celle de Nvidia, mais j'ai pas l'impression que ça adresse un petit peu le même niveau de performance. Parce que vu ce qui a été montré dans les benches de la présentation, on est de 20 à 60% supérieur à une 1650, non super. C'est important de le préciser quand même, parce que la différence entre la super et la non super est assez énorme. Donc bon, sachant ça, on est plus au niveau des performances d'une 1660 ou 1660 super, parce que le 60% est quand même assez rare. On est plus sur une moyenne aux alentours de 30-35% de moyenne supplémentaire par rapport à la 1650. Ce qui est pas non plus foufou en termes de valeur. Par contre, le point qui m'embête un petit peu sur cette carte, c'est qu'elle a que 4 Go de VRAM. Et comme on l'a vu avec le test de la 980, et ben pour certains jeux AAA, c'est compliqué à gérer, quoi. Donc bon, ça veut dire qu'avec une carte de dernière génération qui est très certainement capable de faire tourner les jeux AAA en 1080 et en ultra, et ben on va pas pouvoir le faire parce qu'on est limité par la VRAM. Ou soit avoir des problèmes parce qu'on dépasse justement celle-ci. Donc c'est assez étonnant de voir cette configuration mémoire arriver sur un GPU en 2022. On aurait préféré voir au minimum 6 Go comme sur la 1660 Super pour s'assurer qu'au moins les jeux AAA les plus gourmands puissent tourner en 1080 sur cette carte. Donc bon, ça semble un peu questionnable comme choix pour ce GPU. Par contre, vous commencez à avoir l'habitude, niveau prix, ce sont les prix annoncés. On peut avoir un peu une conversion à peu près similaire en dollars et euros avec les taxes, etc., les choses comme ça qui se rajoutent. Mais dans les magasins et les boutiques en ligne, vous allez certainement le trouver à 1,5 fois, voire 2 fois son prix d'origine. Mais bon, ça après je vous apprends rien, ça fait maintenant plus d'1 an et demi qu'on est dans ce cas. Donc bon, un prix de référence à moins de 150 € de base, c'est un petit peu une époque qu'on peut oublier, j'ai l'impression maintenant. Et ça c'est quand même dommage parce que vu qu'il monte, et ben il redescendra pas dans les prochaines années. Mais bon, malgré le fait qu'elles soient pas forcément intéressantes, je vais quand même essayer de les avoir histoire de voir à quel point elles sont loin d'une 3060. Et ça nous permettra d'évaluer un petit peu correctement où se placent ces cartes et est-ce qu'elles valent vraiment le coup. Surtout si elles coûtent 2 fois là. Donc bon, ça c'était pour le bas de gamme, mais Nvidia n'avait pas forcément fini d'annoncer ses cartes graphiques. En tout cas, les cartes graphiques du très haut de gamme. On parle bien sûr ici de la 3090 Ti qui va sortir pour venir faire encore plus d'overkill que la 3090. Oui, au cas où vous avez besoin d'encore plus de puissance, parce qu'avoir la puissance équivalente d'une Zonda en GPU, eh ben c'est pas forcément suffisant. Enfin bref, en ce qui concerne les specs, on a un peu plus de cœur, soit 2% pour être exact. On est un peu plus haut en ce qui concerne la base clock et la game clock, ce qui veut pas dire grand chose avec l'algorithme de boost de Nvidia. Côté mémoire, on a une augmentation de la fréquence qui augmente du coup la bande passante, et surtout, on a une très belle augmentation au niveau du TDP. Parce que oui, on est en hiver, il faut bien chauffer les maisons. On n'a pas de radiateur, mais on a des GPU à 450 watts. Donc bon, à voir un peu ce que les tests donnent, mais j'ai relativement peu d'espoir sur cette carte qui va pas être très intéressant et qui va toujours aller plus loin dans l'overkill que la 3090. Donc bon, tout ça pour avoir une carte qui chauffe et qui consomme encore plus pour quelques petits FPS, mais par contre, un énorme IPNIS. Pas ça, tu vois. Genre, vous voyez, ça, c'est les détenteurs de 3080 Ti qui s'en servent pour du gaming. Ça plaira à certaines personnes. Ce sont de parler de 10. Par contre, les nouvelles sur les cartes graphiques qu'on attendait tous de Intel sont jamais tombées. Voilà, on sait simplement que Arc va être disponible sur mobile pour le moment, vous savez, plateforme ordinateur portable, mais pas forcément plus d'informations sur le desktop. Ce qui est triste, parce que du coup, elle devait sortir d'ici quelques mois. Donc bon, ça me rend triste, mais c'est comme ça. On va apprendre à être patient comme on l'est depuis 1 an. Et bon, reprenons le sourire un petit peu avec les annonces CPU qui ont été faites. Et on va commencer par Intel avec l'annonce de toute leur line-up de CPU qui sont non-K, donc non overclockable. Il y a là-dedans un CPU très intéressant qui se détache du lot. C'est le 12700F, qui selon les specs est un copier-coller plus ou moins du 12700K et 12700KF, mais avec 100 MHz de moins. Et aussi la possibilité d'overclocker. Ce qui veut dire qu'on va avoir à peu près les mêmes performances d'un 12700KF, et ça pour à peu près 100 € de moins. Ce qui nous met à peu près
à 320 €. Et donc si on ajoute à ça une B660 à moins de 200 €, qu'on débloque la limite PL2, et ben on se retrouve avec quelque chose qui est plutôt intéressant pour 500 €. Vous avez avec ça l'équivalent d'un 5900X, bien en termes de puissance qu'en termes de prix, mais vous avez une carte mère en plus, ce qui n'est pas vraiment négligeable dans le budget. Reste à voir maintenant les résultats en benchmark, mais bon, pour ceux qui ne sont pas très intéressés par l'OC, et ben ça peut représenter une très bonne valeur, même si bon, ça chauffe un petit peu. Par contre, pour moi, il y a une grosse déception pour le 12600, parce qu'il n'a tout simplement pas de e-core par rapport à son grand frère, qui est le 12600 KF, qui a lui 4 e-core. Je comprends pas vraiment ce choix, surtout que quand on regarde le 12700F et le 12700, et ben lui, il a bien la même configuration que son grand frère. Et avec la réduction de prix, et en dehors des e-core qui sont perdus, c'est pas bien grave quand vous faites que du gaming, mais pour ceux qui cherchent à faire un petit peu de productivité, et ben c'est quand même pratiquement 1500 points de score qui se barre sur Cinebench. Donc en termes de productivité, on fait un bon pas en arrière quand même. Et ça sous la même appellation. Donc je trouve ça un petit peu bizarre de faire ça parce qu'on aura le CPU qui aura essentiellement pratiquement le même nom, mais avec pas la même configuration. Et je parle pas des détails, mais vraiment des configurations des cœurs. On passe tout de même de 10 cœurs 16 Fred à 6 cœurs 12 Fred. À ce moment-là, le 12400F va être beaucoup plus intéressant avec ses 50 à 60 $ en moins, avec ses quelques mégahertz en moins. Il sera certainement pas aussi performant que le 12600, mais la marge en prix est suffisamment intéressante pour accepter les quelques pertes d'FPS. Donc bon, c'est dommage de la part de Intel de faire ça parce qu'on a eu quelque chose qui était très intéressant dans la tranche des 200-250 € avec ce CPU. Donc à première vue, pour moi, c'est le 12700F qui va être le plus intéressant ici, parce qu'à 300 €, il va rentrer directement en compétition avec le 12600K et avec ses deux cœurs performance en plus, eh ben, il va être beaucoup plus intéressant pour le même prix, avec en plus, à part l'avantage d'avoir des cartes mères qui sont beaucoup plus avantages. Et mis à part ça, pour moi, ce qui va être le plus intéressant, c'est le 12400F pour un bon rapport qualité-prix pour faire uniquement du game. Donc bon, pour l'instant, ça reste que mon avis à blanc comme ça, mais bon, il faut voir un petit peu les tests que ça donne. Côté AMD, les choses bougent aussi et il nous faut un petit Rocket Lake à leur sauce avec l'implémentation du 3D V4. Pour l'instant, c'est seulement le 5800X 3D, un nom qui est un petit peu à coucher dehors si vous voulez mon avis, qui va seulement sortir. On n'a pas plus d'infos sur les autres CPU qui pourraient sortir avec cette amélioration. On devrait en savoir un petit peu plus d'ici leur sortie au printemps, mais bon, si jamais ça se fait sur l'entièreté de la gamme, et ben ça va être hyper intéressant pour ceux qui veulent rester sur du AM4 et pas changer de plateforme et pousser vraiment l'investissement de leur carte mère et de leur RAM jusqu'au bout. Ça leur assurer que dans les années à venir, ils aient quelque chose pour upgrade qui soit suffisamment décent et qu'ils n'aient pas besoin de monter totalement de plateforme pour changer. Et bon, après, si vous êtes sur un système un peu plus ancien, comme l'a dit Lisasu, AM5 et Zen 4 vont sortir d'ici fin 2022. Donc ça vaut plus le temps d'attendre pour être sur une nouvelle plateforme qui va pouvoir, elle, évoluer avec des différents CPU au fil des années, plutôt que de passer sur une plateforme qui est AM4 et qui sera bloquée d'ici la fin 2022. Après, quand je dis bloqué, ça veut dire qu'il n'y aura pas forcément de futurs processeurs qui vont sortir sur ce socket. Parce que oui, si vous n'étiez pas au courant, on change de socket avec AM5, on passe d'un PGA où les pins sont sur le processeur directement à un FGA où les pins sont directement sur la carte mère. Pour moi, c'est pas plus mal parce que ça va éviter à pas mal de gens de sortir leur processeur quand ils sortent leur refroidissement. Vous savez, ça fait un effet de succion, de vide à l'intérieur et ça tire votre processeur du socket. Ce qui n'est pas forcément des plus agréables quand ça vous arrive et surtout quand vos processeurs coûtent bien cher. Parce que moi, d'habitude, j'en ai plusieurs, mais vous, si vous en avez qu'un, et ben ça fout les boules si vous le cassez. Et puis ça peut aussi éviter les problèmes au cas où vous le tombez parce que les pins tordus, ben, c'est un petit peu chiant pour tout le monde. Enfin bref, si c'est vraiment que le 5800X 3D qui sort, ben, ce sera uniquement pour rester sur le haut des benchmarks avec un processeur AMD plus puissant que les autres et avoir la couronne du roi du gaming. Voilà, on croirait un petit peu un scénario à la Intel, quoi, où on court après les performances de gaming. Mais ça me paraît quand même bizarre parce qu'il y a quelques mois, ils nous ont présenté un 5900X avec du 3D V-Cache en présentation. Donc je pense que la gamme sera bien plus éparse que ce qu'elle n'est présentée ici. Donc voilà tout ce qui est sorti d'intéressant pendant le CES 2022 au niveau du hardware desktop. Comme prévu, on n'avait rien de très excitant parce qu'on est dans une période qui est un petit peu nulle. Et mis à part un petit peu le CPU d'Intel débloqué et un potentiel refresh de AMD, ben il n'y a rien pour vraiment se titiller la vie. Et surtout pas des GPU comme vous allez pu le voir. Mais bon, on attendra en tout cas les benches des différents reviewers majeurs. J'espère en tout cas avoir quelques samples pour pouvoir tester un petit peu à ma sauce les différentes choses et pour en faire un avis concret là-dessus. Mais bon, c'est pas dit parce que je suis dépendant des marques sur ça. En attendant, portez-vous bien et merci d'avoir regardé la vidéo. Je fais plus trop de news en ce moment, je sais, mais bon, ça me bottait pas mal l'art d'en parler. Enfin bref, je vous donnerai un petit peu plus de détails sur ça dans une prochaine vidéo qui parle de 2021. Ciao!